procéder en deux temps avec, dans un premier temps, une conférence donc, de M. Badi qui reprend le titre d'un de ses ouvrages, mais qui évidemment va élargir sur ses dernières productions. Et M. Brunet réagira dans un deuxième temps aux propos de M. Badi avec un clin d'œil sur les relations internationales dans le temps long, puisqu'effectivement M. Badi travaille sur les relations internationales, disons plutôt post-westphaliennes, hein, et au-delà, bien sûr, disons jusqu'à peut-être on pourrait remonter jusqu'au grec peut-être, mais pas au-delà. Et Michel Brunet, comme vous le savez, travaille plutôt sur le moins 7 millions d'années, donc on est loin de la période historique. Mais on essaiera de faire des ponts entre ces deux penseurs, puisque effectivement il y a de la pensée aussi dans la science dure. Donc on aura, je l'espère, à la suite de leurs deux conférences, un échange de points de vue sur des questions qui nous préoccupent tous, des questions sociales, sociétales, l'écologie, les migrations, et j'espère que le public, la place de l'Afrique dans le monde, et j'espère que le public sera ouvert aussi pour poser des questions sur leurs conférences et sur leurs échanges. En tout cas, n'hésitez pas, et c'est ce qui rendra, je pense, cet échange fructueux. Peut-être le directeur de l'ENA veut-il rajouter un petit mot ? Bonjour à vous tous, merci Judy Kael. Vous avez signifié que la conférence est tout à fait exceptionnelle, mais les conférenciers le sont aussi. Il s'agit de deux sommités, chacune dans son domaine respectif. Et en ce qui nous concerne, à l'ENA, nous avons eu l'honneur, l'immense honneur d'avoir ce matin l'intervention du professeur sur l'évolution de la puissance en relations internationales. Vous m'avez invité à le présenter, ça serait long et fastidieux de présenter le long parcours, effectivement, du professeur Badi. Toutefois, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais il est très connu, en tout cas pour ceux qui sont habitués aux sciences politiques, aux relations internationales, votre réputation vous précède au Tchad, même si c'est la première fois que vous nous rendez visite. Et aujourd'hui, c'est un anniversaire tout à fait inédit parce que c'est la 100e fois qu'il fait le déplacement sur le continent africain. Et nous avons la chance de célébrer ce 100e anniversaire de ce jour sur le continent avec le professeur Badi aujourd'hui. Et un gâteau en perspective. Certainement. Alors, rapidement, pour le présenter, il s'agit quand même d'une sommité, je le disais, dans le domaine des sciences politiques et des relations internationales. Le professeur Badi est professeur émérite donc, de Sciences Po Paris, agrégé dans le domaine des relations internationales et des sciences politiques. Il a fait de nombreux ouvrages qui sont très connus, au moins une cinquantaine. Les deux derniers portent sur l'intersonalité et puis les puissances mondialisées. Et aujourd'hui, il aborde un sujet qu'il a déjà eu à traiter dans le cadre d'une de ses parutions, qui est celle de Quand le Sud réinvente le monde. Alors, ça serait avec beaucoup d'attention que nous allons vous suivre. Et je l'espère, ça serait un échange très utile avec l'assistance. Et nous y reviendrons en termes de modération dans le jeu des questions-réponses. Voilà, Judy Kayer, rapidement, le complément que je peux apporter. Merci beaucoup. Et donc, Monsieur Badi, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Directeur. Merci, Monsieur le Directeur Général, de ces mots d'introduction. Je suis doublement rassuré. D'abord de parler en premier parce que je ne donnerai pas l'impression de la pente descendante. Vous savez, parler après une sommité engendre la déception. Parler avant, disons, c'est chauffer la salle. Peut-être pas besoin d'être chauffé d'ailleurs, mais ça me rassure. Et je suis rassuré mais aussi. Si vous continuez, ça va finir par m'inquiéter. C'était peut-être un peu le but de l'opération. Mais je suis rassuré pour une raison peut-être plus profonde. C'est que j'ai toujours milité pour des sciences sociales intégrées. J'ai toujours considéré que ce qui était essentiel dans les sciences sociales,
comme dans les sciences humaines, d'ailleurs la frontière entre ces deux sciences n'est pas claire, c'est l'humain. L'humain d'abord. Et finalement, l'humain dans les relations internationales contemporaines, ou cet humain que vous nous avez fait parvenir de 7 millions d'années, c'est le même. Et c'est justement dans l'unité de l'humain que l'on trouve ce que, dans ma discipline, on ne veut pas voir. Ma discipline, la science politique, je ne veux pas commencer par une critique en règle contre celle-ci, mais mise essentiellement sur une autonomie du pouvoir comme constituant une constellation en soi. Mais le pouvoir, ce n'est qu'un petit aspect de la réalité humaine et qui n'est pas séparable du reste. Et ce matin, j'avais l'occasion de prêcher la revanche de Durkheim sur Weber. Eh bien, l'occasion est confirmée cet après-midi. Alors, vous m'avez demandé de présenter mon antépénultième livre, Quand le Sud réinvente le monde, ce qui me fait plaisir parce que c'est un livre que j'ai écrit en pensant à l'Afrique, et l'Afrique est présente tout au long de cette analyse. Je vais essayer de vous dire d'abord dans quel esprit j'ai choisi d'écrire ce livre et quelles sont les perspectives qui se dégagent pour, je dirais, la science, non pas de demain, la science d'aujourd'hui, pour relire la réalité africaine. Alors, dans quel esprit? J'avais été très frappé lorsque j'étais en classe de philo, il y a quelques années, par cette phrase d'Auguste Comte qui disait « On ne peut pas se mettre au balcon pour se regarder passer ». Je pense que c'est éminemment dangereux. L'une des faillites des sciences sociales, en tous les cas occidentales ou euro-américaines contemporaines, c'est de considérer que non seulement il n'est pas possible scientifiquement de critiquer sa propre histoire, mais qu'il n'est pas possible de regarder l'histoire des autres sans la ramener à sa propre histoire. Ça, c'est l'une des faillites des sciences sociales, qui se traduit très concrètement par des choses extraordinairement dangereuses, c'est-à-dire un système conceptuel unifié, qui finalement s'est forgé au fil d'une histoire unique. Et ce qui en découle, à savoir que l'histoire des autres est racontée avec ses propres catégories conceptuelles, issues de sa propre histoire, donc l'histoire des autres a moins bien réussi que sa propre histoire, puisqu'on va la nommer et la désigner par rapport à ses propres performances. Alors je vais vous faire une confidence, si c'en est une, mais j'aime bien qu'on sache honnêtement d'où je parle. Je suis de cette catégorie suspecte des binationaux, des biculturels, et encore deux cultures qui n'appartiennent pas au même continent. Et mon père, qui était persan, ma mère, qui était rémoise, je les voyais, je les entendais chaque jour, à travers l'amour réciproque qu'ils se portaient, interpréter les choses différemment, avec une sincérité absolue. Et c'était pour un petit garçon comme moi une source d'étonnement et peut-être de malaise. Où est la vérité? Et puis, en allant plus loin, lorsque j'ai absolument voulu apprendre la langue de mon père, ce que l'immigré qu'il était ne voulait pas, et me rendant aux langues orientales, j'ai découvert ce trésor fabuleux qu'est la poésie persane. Et notamment cette épopée extraordinaire de Ferdowsi qui est le Shahnameh, le livre des rois. Et vous savez, moi, dans ma vie, quand je vais pas bien,
Alors ce n'est pas le cas en ce moment. Mais quand je ne vais pas bien du tout, j'ai deux lectures, Racine et Ferdowsi. C'est une égale merveille, mais ça me permet de réinterpréter le monde de façon croisée. Ça ne veut pas dire que ce sont deux humanités différentes, au contraire. Ça veut dire qu'il nous aide à accéder à l'humanité profonde, celle qui est vraiment commune à toutes les cultures. Et je me suis dit, en écrivant ce livre, Quand le Sud réinvente le monde, mais est-ce qu'il est raisonnable de continuer à regarder les rapports Nord-Sud à travers deux mirages? Le premier, c'est de l'universel inventé par un seul, c'est quand même un peu paradoxal. Et le deuxième, c'est l'angle de la verticalité, c'est-à-dire, il y en a un, vous savez, c'est comme dans la famille, il y en a un qui a mieux réussi que l'autre. Bon, je ne pense pas que ma mère ait mieux réussi que mon père, mais ma mère a parfaitement réussi, mais je n'arrive pas à faire la différence. Et donc, l'idée, c'était, je me mets sur le balcon de Ferdowsi, par exemple, et je regarde passer l'occidental. Essayez, vous verrez, ça marche. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. C'est-à-dire essayer de se regarder soi-même en se mettant dans la peau de l'autre. Alors moi, me mettre dans la peau de l'autre, c'était facile parce que, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais c'était un peu moi-même l'autre. Il y a des candidats à l'élection présidentielle qui n'aimeraient pas du tout entendre ça. Hein. Mais j'en ai tiré énormément de profit. C'est-à-dire le regard qui est porté sur l'Europe occidentale, je ne veux pas dire la France, l'Europe occidentale, disons, par mes collègues chinois, par mes collègues africains, par mes collègues égyptiens, par mes collègues persans, indiens, ça apprend une foultitude de choses. Et ça renouvelle considérablement la science politique et surtout les relations internationales. Parce que les relations internationales, je le disais ce matin, chez vous, chez un directeur général, elles ont été constituées comme discipline académique en 1945 aux États-Unis. Et au moment où les États-Unis étaient auréolés de la gloire d'avoir terrassé le monstre nazi. Donc effectivement, les relations internationales, c'était ce que pompeusement aux États-Unis, on appelle toujours le power politics. Et puis l'humain là-dedans, où il est. Et pourquoi l'humain n'aurait pas accès à la scène internationale? Surtout à l'ère de la mondialisation. Surtout à un moment où tout le monde communique avec tout le monde et où la médiation politique est de moins en moins nécessaire pour communiquer. Et puis, je me posais une autre question. Vous savez, ça pousse très vite au moment où on prend sa retraite et où on sent venir le froid éternel, comme disait quelqu'un. Et la deuxième question, c'est, mais est-ce que les relations internationales sont figées à tout jamais? Et je me suis aperçu que pendant 40 ans, j'ai enseigné des relations internationales qui étaient nées en Westphalie en 1648 et qui n'avaient pas bougé d'un centimètre depuis. Et évidemment, c'est très difficile de penser le changement. Parce que, pardon de cette formule, mais croyez-moi, si je vous en fais part, c'est qu'elle m'a angoissé, hanté pendant toute ma carrière universitaire. Les sciences sociales vous donnent les moyens de penser le changement en utilisant des catégories fixes. C'est embêtant. Et ça, c'est une déviance que vous retrouvez autant dans le marxisme que dans le libéralisme, et même dans le structuralisme. C'est-à-dire comme s'il y avait un moteur au changement social, et que ce moteur, lui, ne changeait pas. Alors c'est presque du Raymond DeVos. Si le changement se fait avec un moteur qui ne change pas, est-ce que vraiment on a du changement? La question est très difficile, parce que comment se donner les moyens d'analyser ce changement?
Et on le voit bien ici en terre africaine, à travers ces événements immédiatement contemporains autour du Sahel, cette extraordinaire difficulté de renommer des phénomènes. C'est-à-dire que Serval, Barkhane, je l'ai dit, moi, dès un édito dans Le Monde le 13 janvier 2013, ce qui m'a voulu de me faire virer des chats du Monde auxquels je collaborais, il dit « Ce n'est pas par une nouvelle bataille de la Marne que l'on pourra régler le problème sahélien. » Et pourtant, c'était bien ça qu'on avait en tête. Et puis, il y a une troisième question. Alors là, qui est encore pire. Rassurez-vous, je vais arrêter de les énumérer, mais enfin quand même. Il y a le changement, mais en relations internationales, il y a, comme dans tout autre domaine, la résistance au changement. Et ce que je voudrais mettre au centre de la réflexion que je vous propose, c'est que nous vivons, notre génération vit dans deux mondes en même temps. Un monde imaginaire auquel se raccrochent nos princes et qui correspond à la grammaire qu'ils ont apprise à Sciences Po chez moi, qu'ils apprennent dans les manuels, qu'ils apprennent aussi du droit international, qu'ils apprennent de la presse, des journaux, de tout ce que vous voulez. Et puis il y a le monde réel, presque invisible, mais qui lui fait l'histoire. Le monde imaginaire, il ne fait pas l'histoire. Il la freine, il l'occulte. Mais le monde réel, celui-là, il est humain, il est social. C'est de l'individu, comme dirait l'autre, sans qualification particulière. Celui-là, il est en marche. Et je voudrais vous dire quelque chose qui me paraît extrêmement important pour la connaissance même de l'Afrique et du Sud en général. Désormais, aujourd'hui, en partie à cause du progrès technologique, le social court plus vite que le politique. Et le politique ne veut pas voir, parce que s'il regarde ça de trop près, il perd ses avantages, il perd ses privilèges, il perd une partie de son identité et il ne sait plus quoi faire. Tiens, il ne sait plus quoi faire, ça me dit quelque chose. Mais quoi? Et à partir de cela, j'ai essayé d'échafauder pour une lecture du Sud dans les relations internationales. Le Sud, d'ailleurs, n'est pas une donnée géographique, hein, ça ne voudrait rien dire. C'est une donnée, je dirais, socio-historique. Le Nord, le Sud, ce que les anglo-saxons appellent le Global South, et qui se substitue à ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, quand j'étais jeune. Eh bien, il faut tenir compte d'une réinvention en 3 temps. Le temps de l'échec, le temps de la reprise de l'agenda et enfin le temps du regard neuf. Le temps de l'échec, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement le Sud a souffert d'une décolonisation qui a largement échoué. Mais de cette souffrance, de ces douleurs, naissent les éléments d'un monde nouveau qu'il faut savoir regarder en face. Et c'est là la première réinvention. Alors, pourquoi ai-je l'audace de dire que la décolonisation a été globalement un échec? D'abord parce que cette décolonisation s'est faite à partir de l'importation d'un modèle étranger. Oui, on est bien d'accord. D'un modèle étranger, ça veut dire que la décolonisation, c'est la faute de personne, hein, je n'incrimine pas. La décolonisation est un phénomène presque ponctuel. C'est-à-dire que, contrairement à notre histoire européenne, les pays décolonisés, notamment dans la vague des années 60, n'ont pas eu 5 siècles, comme la France, pour construire son État, n'ont pas eu 5 ans, ils ont eu 5 minutes.
Et quand j'étais jeune, je me souviens de tous ces professeurs qui se vantaient, de professeurs de droit qui se vantaient d'avoir écrit les constitutions, et généralement assez bien rémunérés comme travail d'ailleurs. Et la question est simple. Est-ce que dans l'histoire, il y a un modèle qui ait pu fonctionner à partir de l'emprunt, à partir de l'importation de modèles institutionnels? L'État européen, ce n'est pas l'État en général. L'État en général, ça n'existe pas. L'État européen, c'est cette construction de territorialisation du politique, de vision souveraine du politique, de monopole de la violence physique légitime, comme disait tonton Weber. C'est une histoire unique qui est liée à une religion. On sait l'emprunt fondamental que l'État a fait au sens du christianisme. Je vous renvoie à ce magnifique ouvrage de Joseph Strayer, Les origines médiévales de l'État moderne, dans lequel il l'explique magnifiquement. Mais prenez nos grands historiens français du Moyen-Âge, Bernard Guenet et le très regretté Philippe Contamine qui vient de nous quitter, et qui l'ont magnifiquement montré. Comment donc cet État lié à une culture, une religion, une histoire, une économie peut s'appliquer à tout autre? Comme si ce tout autre, comme disait quelqu'un dont nous parlions tout à l'heure, n'avait pas d'histoire. Et ça, je dois dire à quel point je suis reconnaissant aux historiens de l'Afrique précoloniale de nous instruire sur cette extraordinaire richesse, qui montre qu'on peut importer des usines à machines-outils, des usines de voitures clés en main. On ne peut pas importer des institutions clés en main. Et du coup, ce nationalisme si pétillant, si productif ailleurs, est devenu un nationalisme cantonné dans le combat plus que dans la construction. Le deuxième échec de la décolonisation, ça a été ce double mouvement d'intégration de force de tous ces États nouveaux en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes, en Océanie, au système westphalien, mais une intégration qui était une intégration faussée, dans la mesure où le grand paradoxe, c'est que le système onusien, multilatéral, créé en 1945 avec 51 États, dont 90% appartenaient à la sphère euro-américaine, va accueillir jusqu'à 193 États, ce qui est le nombre d'États membres des Nations Unies aujourd'hui, sans pratiquement rien modifier de ces structures. Oh, certes, il y a eu de belles créations. La CNUSED, et surtout ce magnifique programme qu'est le PNUD. Mais rien du côté du Conseil de sécurité, rien du côté, je dirais, de l'ossature de la charte et des principes qui la fondent, et même rien, ayons le courage de le dire, dans cette Déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'a été écrite pratiquement que par des Occidentaux. Je dis pratiquement parce qu'il y avait un Libanais et un Chinois, mais de culture et de formation occidentale. Comment voulez-vous que ce monde nouveau s'imprime sur cette structure ancienne, à peine remodelée? Au contraire, à mesure que le système international s'universalisait, on a institutionnalisé en relations internationales l'oligarchie. Ça s'appelle le P5, 5 membres permanents du Conseil de sécurité, s'appelle le G7 ou le G8, quand le 8e est sage, ça n'a pas duré longtemps, ou à l'extrême rigueur le G20, mais à peine a-t-il pris forme, on l'a relégué dans le magasin des accessoires. Et
le troisième échec de la décolonisation, ça a été vouloir impliquer, incruster, intégrer ce nouveau monde dans cette bipolarité Est-Ouest, où finalement les États n'avaient le choix que de choisir entre l'alignement sur le camp occidental ou l'alignement sur le camp soviétique. Évidemment, ça n'a pas marché. Et c'est de là qu'est né un esprit Bandung, avril 1955, qui est le début de la réinvention du monde. Bandung, ce n'est pas seulement le non-alignement, attention, Bandung, c'est la vision d'un monde qui ne peut plus se construire en termes campistes. Et ça, c'est une réinvention conceptuelle que les Occidentaux n'arrivaient pas à comprendre. Car un non-aligné, pendant la guerre froide, aux yeux des Occidentaux, c'était un pro-soviétique, et aux yeux des Soviétiques, c'était un pro-occidental. Tout ceci a créé une formidable crispation. C'est de cette crispation qu'est née, au moins d'abord, potentiellement, une nouvelle grammaire des relations internationales. Le deuxième, il me reste un quart d'heure. La deuxième composante de cette réinvention, c'est la reconstitution à bas bruit, parce que tout cela n'est jamais dit, de l'agenda international. Et là, de ce point de vue, la douleur côtoie les atouts. Les atouts, il y en a. La richesse extraordinaire des sous-sols du Sud. La potentialité humaine des pays du Sud. L'Afrique, à la fin de ce siècle, devrait être 40% de l'humanité. La jeunesse. Là où désespérément Toyota rappelle les septuagénaires pour les faire travailler sur les chaînes de montage, ça me fait peur parce que c'est mon âge, il y a une main-d'œuvre jeune en Afrique qui ne se voit offrir aucune perspective d'emploi. Vous voyez la tension, mais vous voyez aussi le centre de gravité se déplacer. Évidemment, face à cela, face à ces atouts, il y a la souffrance. Alors je ne voudrais pas rejoindre ceux trop cyniques qui vous disent l'invention en sciences sociales, l'invention en politique, en sociologie, en société ne se fait que par la souffrance. C'est en souffrant qu'on devient beau. Je ne crois pas du tout en cette vision des choses. Mais en revanche, ces souffrances énormes du Sud bouleversent l'agenda international. Je le disais ce matin, quand, avec la mondialisation, un Centrafricain fait 600 $ par an de PIB par an et par habitant, et qu'un Luxembourgeois en fait 110 000, il y a là une tension qui est la source profonde et première de l'instabilité contemporaine. Et là où le Sud, mesdames et messieurs, est en train de gagner, c'est-à-dire de redéfinir les relations internationales, c'est que ce changement est tellement important, ce contraste est tel qu'il fabrique l'agenda international. Dans l'agenda international d'aujourd'hui, les missiles nord-coréens ou iraniens, c'est de l'anecdote. À côté de la faim dans le monde, qui tue 10 millions d'êtres humains chaque année, du changement climatique qui en tue 8 millions,
des crises sanitaires et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire que nous sommes en train de réécrire une histoire dans mon livre que vous avez eu l'amabilité de citer tout à l'heure, mon avant-dernier livre que j'ai appelé Intersocialité. J'ai essayé d'expliquer que la tectonique des sociétés l'emportait dans les urgences à traiter sur les rapports intergouvernementaux. Même s'il y a 140 000 hommes russes à la frontière de l'Ukraine. On nous parle du terrorisme. Bien entendu, qui oserait dire que ce n'est pas un sujet à prendre au sérieux? Encore faut-il savoir le définir, ce qui est une autre paire de manches, bien plus difficile. Mais surtout, le terrorisme aujourd'hui, c'est entre 10 000 et 40 000 morts par an. Tout à l'heure, je vous disais que la faim dans le monde, c'est 10 millions. Pourquoi ne regarde-t-on pas cela en face? Il y en a qui savent le faire. Le PNUD, dans son rapport de 1994, Action contre la faim, Oxfam et quantité d'ONG qui font un travail fantastique, le PAM, la FAO. Mais on ne sait pas à quel point ces paramètres sociaux sont les vraies racines de la conflictualité aujourd'hui. Hier, la guerre, c'était un choc de puissance. Aujourd'hui, la guerre, c'est un choc de faiblesse. C'est-à-dire, c'est l'effet direct ou indirect de l'incapacité qu'ont un certain nombre de sociétés de survivre. Et le nouvel agenda international, il est là, il n'est pas ailleurs. Et ça, c'est une formidable révolution sur laquelle on ne pourra jamais revenir. Alors, face à cela, vous avez eu trois postures. Vous avez eu ce que les anglo-saxons appellent le soft balancing, c'est-à-dire un Sud qui, dans un premier temps, prenait conscience de lui-même en opposant sa foi, son éthique, son discours, sa rhétorique à celle gravée dans le marbre des diplomaties du Nord. J'ai en tête notamment cette phrase fantastique d'un personnage lui-même fantastique qui est Jawaharlal Nehru, le premier Premier ministre indien, qui en sortant de la conférence de Belgrade, qui était la première conférence des non-alignés en 1961, disait cette chose extraordinaire: pour la première fois dans l'histoire, les moins puissants exigent quelque chose des plus puissants. C'est une lente révolution, ce soft balancing. C'est-à-dire, on prend la parole et on dit ça ne va pas. Alors, Nehru faisait référence, en 1961, à la crise de Berlin, aux tensions Est-Ouest, et il se plaisait, si je puis me permettre ce verbe, de rappeler ces gens du Nord à l'ordre, et dites calmez-vous. Hein. Et c'est nous, du Sud, qui vous disons ça. Il y a eu comme un parfum de nouveauté. Alors, il y a eu Nehru, il y a eu Nkrumah, il y a eu Nasser, il y a eu tous ces grands noms que je ne vais pas énumérer. Hélas, la deuxième étape a été beaucoup plus dure. Ça a été l'étape de la nuisance. La faiblesse a peu à peu pris conscience du fait qu'elle pouvait gagner sur la puissance. C'était déjà les guerres de décolonisation, mais c'était toute une série d'événements où on s'habituait à constater que c'est le plus faible qui, se mesurant au plus fort, gagnait sur le puissant. Et c'est l'origine de ce que certains ont du mal à admettre, qui s'appelle les nouveaux conflits internationaux, qu'une politologue britannique, Mary Kaldor, de la London School of Economics, avait magnifiquement analysé dans son livre Old Wars, New Wars. Mais le risque, c'est que cette nouvelle conflictualité devienne endémique. On voit au Sud se forger cette catégorie nouvelle qui fait frissonner les politologues, les politistes, appelez ça comme vous voulez, qui est les sociétés guerrières.
le Sud a inventé ces sociétés qui ne peuvent fonctionner que grâce à la guerre. Parce que l'économie de guerre se révèle plus productive que l'économie de paix. Parce que la société guerrière est pourvoyeuse d'emplois. Lorsque vous avez 17-18 ans, dans un pays où il y a pratiquement peu d'emplois, qu'est-ce qui vous reste comme choix de carrière? Migrer, avec le risque de finir au fond de la Méditerranée comme 50 000 d'entre eux depuis l'an 2000, puis de se faire insulter une fois arrivé sur le continent européen, ou alors devenir enfant soldat. L'Afrique en compte près de 400 000. Et j'ose pas vous parler des jeunes filles soldats. Et l'enfant soldat, c'est celui qui va être nourri, qui va être logé, qui va être vêtu, à qui on va donner un semblant, une impression effroyable d'importance en lui mettant une Kalachnikov sur l'épaule. Parce qu'une Kalachnikov, dans le Nord Kivu, ça se vend à 20 $, 17 €, toutes taxes comprises. Donc, on devient ainsi respecté, à défaut d'être respectable, à très bon compte. Ça, c'est une mutation fondamentale. Nous avons connu dans notre histoire européenne des sociétés guerrières. Et les empires chinois ont connu ces sociétés guerrières. Mais dans le contexte de la mondialité présente, c'est un phénomène qu'il faut surveiller de façon étroite et qui est en train de complètement transformer les relations internationales. Face à cela, l'intervention ne peut pas grand-chose, car le canon peut contre le canon, mais le canon ne peut pas contre des lambeaux de société. Alors je termine par l'espoir d'invention. C'est le côté positif des choses. C'est la noblesse de l'utopie. L'invention, elle est triple. Nous avons vu en Afrique se dérouler un fil que d'aucuns se sont empressés d'occulter. Vous savez que le premier mouvement d'affirmation de l'Afrique, c'est une conférence qui s'est tenue à Londres en 1900. Et dans cette conférence, j'en reparlerai demain plus en détail à la faculté, très tôt, des hommes de l'importance d'un Webb Du Bois ou d'un Padmore, plus tard d'un Nkrumah ou d'un Nyerere, puis ensuite d'un Mandela. On dit, mais la construction de l'État-nation, ce n'est pas la solution, on va se faire avoir. On va se faire avoir. La solution, elle est panafricaine. C'est-à-dire, ne nous précipitons pas vers les États-Unis d'Afrique, je ne parle pas de ça, c'est pas ça du tout le vrai panafricanisme. Le vrai panafricanisme, c'est savoir tirer le maximum de profit d'une intégration qui dépasse les frontières et ce principe de territorialité qui est chevillé au corps de l'histoire européenne. Le principe de territorialité ne correspond en rien à l'histoire africaine. La deuxième perspective, c'est la création d'un espace public. Moi, ce qui me frappe, à chaque fois que je viens en Afrique, vous me rappeliez tout à l'heure que je suis venu un certain nombre de fois, c'est cette vitalité des sociétés civiles. C'est normal. Là où il y a des jeunes, il y a une société civile qui est un peu plus vitale que lorsqu'on est d'un certain âge, disons. C'est l'éclosion de toutes ces ONG africaines. C'est tous ces mouvements, toutes ces affirmations, tous ces refus qui sourdent un peu partout dans cette société pour inventer autre chose, inévitablement un autre politique, parce que celui-ci reste à inventer et à construire. Et puis, la troisième et dernière de ces perspectives, c'est cette vision globale de la paix.
Il y a un langage de la paix en Afrique. J'ai été très frappé de lire chez les historiens de l'Afrique des définitions de la paix. Vous savez que dans notre histoire occidentale, il n'y a pas de définition de la paix. La paix est définie, vous n'avez qu'à regarder dans le dictionnaire, comme la non-guerre. C'est ce que Raymond Aron appelait l'entre-deux-guerres. Vous avez, en langue poulard, alors là je prends un risque parce que je ne parle pas cette langue, mais je fais confiance aux historiens que j'ai lus, qui vous expliquent très finement que la paix, en langue poulard, renvoie en même temps à la santé physique et mentale. Et ça, je trouve que c'est terriblement moderne. Parce que les vrais défis à la paix aujourd'hui, encore une fois, ce ne sont pas les missiles, c'est ce défaut de sécurité humaine, comme disait très justement le PNUD, comme disait le grand Kofi Annan, comme disaient ces deux grands économistes que sont l'Indien Amartya Sen et le Pakistanais Mahbub ul-Har, qui ont magnifiquement décrit tout ça, en expliquant que finalement c'est à l'intérieur de l'humanité, c'est-à-dire dans l'actualisation de l'humanité aux conditions technologiques modernes, que l'on trouvera les conditions de la paix. Ce n'est pas dans l'équilibre de la terreur. Et ça m'a beaucoup ému de le retrouver dans beaucoup de récits historiques de la période des empires et des royaumes africains antécoloniales, ce que nous ne manquerons pas d'envoyer sous forme de SMS à un ancien président de la République. Voilà, mesdames et messieurs, comment je pense que dans cet alliage de douleur et d'utopie, le Sud réinvente le monde. Là où le Nord est de plus en plus réactif, et vraiment, je tombe à pic vu ce qu'est l'actualité brûlante, il est temps de passer à la proactivité. Et dans cette proactivité, il y a quelque chose de très simple. Celui ou celle qui a intérêt à ce que le monde d'hier demeure ne sera jamais proactif, il sera réactif. Celle ou celui qui n'a rien à perdre en abandonnant le monde d'hier, elle ou lui est proactive. C'est le pari que j'avais fait dans ce livre. Je vous remercie. La parole est à Michel Brunet, s'il veut réagir. Oui, bien sûr, je suis tout à fait bien placé pour parler des relations internationales et mondiales. Mais paraît-il, on parle d'autant mieux de quelque chose que l'on ne connaît pas. Néanmoins, dans ce que mon collègue a brillamment exposé, il nous a parlé d'un monde westphalien du milieu du XVIIe siècle. Mettez en perspective le XVIIe siècle, on est au XXIe, c'est-à-dire, bon, il y a 4 siècles, quoi. Mettez en perspective 4 siècles et les 7 millions d'années de Toumaï. On occulte beaucoup de choses, hein. Et je crois que dans ce monde westphalien, il y a quelque chose qui est intervenu très fort, c'est qu'à cette époque-là, on est fixiste. On ne croit pas à l'évolution. Quand on essaie d'envisager l'histoire du monde, les plus téméraires attribuent 3000 ans, au moins 3000 ans. Il y a là un problème, et je n'en sais rien, je n'ai pas étudié, mais je me pose la question de savoir si ce fixisme n'a pas entraîné
l'absence de réflexion sur un certain nombre de choses. On relie ce que vous avez appelé, j'aime pas ça, sciences dures, ce qui impliquerait qu'il y ait des sciences molles. Il y a des sciences où il n'y a pas de sciences, quoi. Elles sont ni dures ni molles, elles sont toutes molles ou elles sont toutes dures, mais ça va pas. Personnellement, après ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui m'interroge, mais ça date pas d'aujourd'hui. Vous avez dit à peu près textuellement importer des institutions clés en main. Alors on raisonne non pas sur toute notre histoire, on raisonne sur un tout petit bout, hein, la fin, quoi. Hein. À une époque où personne ne croit à l'évolution, on est complètement fixiste, et les politiques du monde dit occidental, ben oui, pour la plupart d'entre eux, l'impression qu'il leur faut importer des institutions clés en main. Là, il y a quelque chose qui me semble... Il y a un défaut de raisonnement quelque part. Ça interroge. Alors, quand on parle de l'État européen, pourquoi pas? Mais, écoutez, on est en train de le vivre en ce moment. On voit ce qu'est l'État européen. Mais l'État européen, il a commencé par être un État néandertalien. C'était les Néandertaliens qui habitaient l'Europe, ce qu'on appelle l'Europe occidentale maintenant. Et les Néandertaliens, quand on les a découverts, à une époque, le milieu du 19e siècle, c'est-à-dire à une époque où Darwin avait publié la théorie de l'évolution, on cherchait l'ancêtre. Et à cette époque, on était convaincus, mais pour des tas de choses, on reste toujours convaincus de ça, qu'on était les plus grands, les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents, etc. Et quand on a trouvé les Néandertaliens, ça ne correspondait pas du tout, mais pas du tout, à l'idée qu'on voulait se faire de notre ancêtre. Notre ancêtre, fallait qu'il ait une grosse tête, parce qu'avoir une grosse tête, on pensait que c'était être intelligent. Et les Néandertaliens, avec un bourrelet susorbitaire, une face très prognate, non, c'était vraiment pas... Bah, c'était ça le premier État européen, hein. C'était l'État néandertalien. Bon, les Néandertaliens ont été remplacés. On vit à une époque où c'est devenu très à la mode, ça. On hybride beaucoup les populations anciennes. Maintenant, il est de bon ton de faire des hybridations entre les Néandertaliens et les sapiens. Rassurez-vous, hein, on a tous des gènes de Néandertaliens, un petit peu, pas beaucoup, mais bon. Puis le reste, c'est du sapiens. J'aime bien quand vous parlez, j'aime bien quand vous employez le terme tectonique des sociétés, que j'opposerais volontiers à la tectonique des plaques. Sauf que la tectonique des plaques, les plaques se séparent, mais quand elles se séparent, elles se rencontrent avec d'autres.
On parle tous d'une humanité, mais cette humanité dont on parle, si on reprend Edgar Morin et sa terre-patrie, eh bien, l'humanité solidaire, remplie d'empathie, on est encore très loin, hein, mais très loin du compte, hein, très loin. Enfin, il faut rester optimiste. Il faut s'en rapprocher. Et pour reprendre vos mots, monde réel et monde imaginaire, après vous avoir écouté, j'ai de plus en plus l'impression qu'on vit dans un monde imaginaire, pas réel. Pas réel. Parce que, au bout du compte, le titre de votre livre, Le Sud va réinventer le monde. Ça me rappelle un autre titre des années 70, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. C'était 73, je crois, plus précisément. Qui, parmi tous les brillants penseurs que nous sommes, qui aurait pensé, prévu, écrit que 3 siècles plus tard, on allait connaître une pandémie qu'on est en train de vivre, c'est plus calme ici qu'en France. Beaucoup plus calme. Et que cette pandémie, en écoutant les scientifiques, elle était virale et que pour s'en protéger un peu, il fallait porter des masques. Et autre surprise, on a découvert en France qu'on avait des usines, mais que dans le cadre de la mondialisation, on avait fermé les usines et les masques étaient fabriqués en Chine. Je pense que personne n'avait prévu ça. Personne. Alors, la prédictibilité de toutes ces choses qui sont ultra complexes, c'est difficile. Mais quoi qu'il en soit, l'Afrique, la plus probable des hypothèses, c'est qu'elle soit, c'est le continent qui est le berceau de l'humanité. C'est là que notre famille est née. Les plus anciens membres connus de notre famille sont tous africains, tous. Et le plus ancien d'entre eux, c'est un Tchadien, Toumaï. On s'y plaisait en Afrique. Imaginez, Toumaï a 7 millions, peut-être que demain on va en trouver un autre à 8 millions. Mais il a 7 millions. Eh bien, on se plaisait tellement en Afrique que pour trouver des représentants de la famille humaine hors d'Afrique, il va falloir attendre 5 millions d'années. À l'heure actuelle, aujourd'hui, en février 2022, les plus anciens membres connus hors d'Afrique
de la famille humaine est en Géorgie, au sud de Tbilissi. Et il est, avec précision, daté à 1,9 million. On peut imaginer que on a quitté l'Afrique plus tôt que cela. On a dû quitter l'Afrique quand on est devenu les premiers représentants du genre Homo. C'est-à-dire quand on est devenu bipède, on l'était avant dès le départ, mais bipède terrestre strict, c'est-à-dire qu'on ne montait plus aux arbres. Chacun d'entre vous a déjà essayé de grimper aux arbres et on ne le fait pas aussi bien que nos cousins, les grands singes. Bipède terrestre strict. À partir de ce moment-là, notre groupe, notre famille est partie à la conquête du monde. Mais elle est partie d'Afrique. Elle est partie d'Afrique. À ce titre, tous, nous sommes tous des Africains. Et parmi nous, parmi les enfants de cette population d'origine, il y a ceux qui sont restés sur place, sur le continent, puis les autres qui sont partis à la conquête du reste du monde. C'est-à-dire que tous ceux qui ont, et toutes celles qui ont quitté, sont des migrants. Sont des migrants. Je suis, nous sommes, chers collègues, des migrants. Alors, c'était plus simple que maintenant. Encore que. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de voiture, il fallait tout faire à pied. Hein. Il n'y avait pas de bateau non plus. Et je pense que, je ne vais pas aller plus loin, mais je pense que ces éléments sont à prendre en compte si on veut raisonner globalement. Nos racines sont africaines. Tous, ici, nous avons les mêmes racines, c'est l'Afrique. Et vous, qui avez gardé la couleur d'origine de notre peau, des peaux brunes, vous devez être fiers d'être africain. Et simplement, quand vous entendez quelque part quelqu'un qui dit que l'Afrique n'est pas rentrée dans notre histoire, ou dans l'histoire, c'est l'Afrique qui est à l'origine de toute notre histoire. Et à ce titre, vous, les Africains, vous devez être fiers d'être Africains, très fiers. C'est important. C'est important pour penser la suite. Pour le reste, il me semble qu'il est préférable qu'on échange avec la salle. Ce que vous dites sur le fixisme, c'est quelque chose d'extraordinairement important. C'est-à-dire, spontanément, nous pensons en termes fixes. C'est normal, parce que c'est les fameux repères. Et pire encore que ça, nous pensons en fonction du passé. C'est les expériences vécues qui nous permettent d'interpréter la nouveauté, ce qui nous conduit à l'erreur presque systématiquement, parce qu'entre-temps, le contexte a changé. Mais notre culture issue de la Renaissance
en Europe est une culture qui est très profondément marquée par le statisme. État et statisme, c'est la même racine. Oui. Et État est collé à l'idée de territorialité. C'est-à-dire, on ne bouge pas. Et ce que vous dites sur les migrants, qui est profondément humain, l'État dit le contraire, en disant « mais c'est anormal, ça, de bouger. Vous ne devez pas bouger, ou alors seulement si je vous en donne la permission, c'est ce qu'on appelle un visa. » Et ce qui me paraît fondamental, et c'est peut-être moi ce qui m'a le plus motivé, c'est que nous sommes entrés, avec la mondialisation, avec la révolution des communications, avec la technologie nouvelle, dans l'ère du mobile absolu. Tout bouge, tout bouge. On parle beaucoup des variants du virus, mais il n'y avait pas un virus statique qui tout d'un coup a dit « tiens, je vais varier pour les embêter ». La variance, c'est un phénomène perpétuel, c'est un mouvement perpétuel. Et personne n'a inventé ce virus, n'en déplaise à M. Trump. Les nouvelles sciences sociales, je me permets ce culot, cette audace mal élevée. Les nouvelles sciences sociales, elles doivent être fondées sur la mobilité. Et sinon, on passera à côté de ce que quelqu'un appelait cette grande transformation. Mais tout à fait. Notre histoire est une histoire de mobilité. Depuis le départ, nous sommes mobiles. Voilà. Mobiles. Depuis le départ. Ça fait 7 millions d'années qu'on est mobile. Alors, il n'y avait pas les frontières, il n'y avait pas les visas, il n'y avait pas... Bon, etc. Mais on était foncièrement mobile. Alors, au départ, on était mobile pour une raison simple, c'est que il fallait trouver des ressources pour vivre. C'est tout. Alors, tout a commencé à se gâter quand on est devenu sédentaire. Et alors là, je pense que les premiers qui se sont sédentarisés n'ont jamais imaginé ce qui allait se passer. On sédentarise autour de 5000 ans. Vous imaginez, 5000 ans, 7 millions. Temps court, temps long. On a toujours cette dualité. Il y a 5000 ans, vous savez combien on était sur la Terre? Population estimée sur la Terre, 5 millions d'individus. 5 millions. Il y a 5000 ans, on était 5 millions. Très bientôt, on va être 9 ou 10 milliards. Ça a bien marché, on s'est sédentarisé pour être plus nombreux. Mais j'imagine que les sapiens qui sont sédentarisés n'avaient pas prévu ce qui allait se passer 5000 ans plus tard. Mais c'est important de bien voir et de bien sentir que toute notre histoire est une histoire de mobilité. Et tout ce qui veut entraver la mobilité, à mon avis, sera voué à l'échec. Totalement d'accord. Le deuxième point, là où il y a un léger désaccord entre nous, c'est cette humanité que vous jugez quelque peu optimiste dans ma bouche. Là, il y a un changement fondamental, pourtant qu'il faut pointer, et irréversible. C'est que depuis 30, 40, 50 ans, je ne sais pas, mais depuis très très peu de temps, à l'échelle que vous nous décriviez tout à l'heure, la technologie moderne fait que tout le monde voit tout le monde. Et ça, c'est quelque chose de considérable. Autrefois,
la plupart des pauvres ne savaient même pas que la richesse existait. Et celle ou celui qui mourait de faim au fin fond de son village croyait que c'était une fatalité normale. Aujourd'hui, tout le monde voit tout le monde. Je me souviens de mon émotion lorsque j'étais à Lagos et que j'ai visité le bidonville de Makoko. Depuis le pont qui domine la lagune, on voit cet effroyable bidonville où les gens vivent sur l'eau pratiquement, dans une pollution absolument invraisemblable. Et à quelques encablures, on voyait les gratte-ciel que la bourgeoisie pétrolière nigériane avait construit en face. Tout le monde voit tout le monde. Et ce que je vous supplie de bien comprendre, parce que ça, je crois que c'est fondamental du point de vue de la sociologie, c'est que avec notre génération est né un imaginaire mondialisé. Mon grand-père, il avait un imaginaire local qui est devenu national avec la Première Guerre mondiale. Enfin, avec le général Boulanger, disons. Mon père avait un imaginaire national qui commençait à s'internationaliser. Moi, et en particulier ma fille, a un imaginaire mondial. Si bien qu'avec une rapidité incroyable, tous les individus tendent à s'identifier à l'autre lointain, différent, et c'est ça qui crée une humanité réelle contre laquelle le politique et la territorialité ne peuvent pas grand-chose. Les informations que l'on reçoit à travers toutes les sources qui existent à l'heure actuelle sont des choses qui sont reçues visuellement et que l'on voit à travers des images. Que l'exemple que vous avez pris est un exemple que vous avez vécu, pas un exemple dont vous avez vu les images. Je veux dire par expérience, c'est qu'il est plus facile de voir en image des enfants mourir de faim que de vivre sur place dans un pays où les enfants meurent de faim. C'est pas la même chose. Du tout. Oui, et de ne pas les voir du tout, c'est encore pire. Je prends quelques questions dans la salle, s'il vous plaît. Oula, il y a beaucoup de questions. Maintenant, en ce qui concerne ma question, tout de suite, je vous ai entendu parler de l'Afrique et des personnes de l'humanité. C'est une question qui me taraudait l'esprit depuis longtemps. Et aujourd'hui, c'est une opportunité, c'est une aubaine de pouvoir poser cette question. Est-ce que le fait que l'Afrique soit les berceaux de l'humanité n'est pas une sorte de malédiction? Sinon, comment expliquer tout ce qui se passe en Afrique? C'est le continent le plus malheureux parmi tous les autres continents, dépossédé de toutes ses ressources. Voilà, si je vais citer, je pense que je passerai toute une nuit ici à les citer. Avant de poser ma question, permettez-moi ici de faire 2-3 observations. La première observation est, je me sens un peu plus proche du professeur Michel Brunet que du professeur Bertrand. Je fais mien toutes les interventions du professeur Michel Brunet, à l'exception de sa dernière phrase, qui dit, je cite, « Nous sommes tous africains ». Je ne suis pas d'accord avec cette dernière phrase pour la simple raison, si il reliait cette phrase avec la découverte de Toumaï, c'est une discussion. Mais à ce niveau, moi je pense qu'il faudrait qu'on essaye de parler en termes de contexte. Aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, qu'il y a un monde qui est divers. Il y a, la preuve en est que dans cette salle, il y a des Africains, des Français, des Européens, en tout cas, il y a une diversité qui se dégage dans cette salle. Et dire qu'on est tous des Africains, je pense que c'est quand même trop, et ça ne reflète pas ici la réalité. Maintenant, pour revenir un peu à ma préoccupation, je suis un Africain et je suis fier de l'être. Je pense qu'à travers cela, les propos par exemple de M. Bertrand qui mettaient l'accent sur la globalisation de la société à travers les relations internationales.
Tout à l'heure, il a cité quelques exemples parlant de cette société qui se fait à travers le Nord, les relations internationales bien entendu. Moi, je citerai volontiers l'un des... contraire. Notez que j'ai dit le contraire. Justement, à travers votre intervention, vous disiez que c'est le Nord qui essaye de dicter les relations internationales selon les concepteurs des relations internationales au détriment du Sud. Je convoquerai volontiers un des théoriciens également, sinon l'un des penseurs, qui est de nationalité allemande, Ulrich Besch, à travers sa théorie sur le cosmopolitisme. À travers cette théorie, moi je pense qu'on ne peut pas ici parler des relations internationales qui est le monopole ici du Nord. Non. Toujours pour compléter ici mes propos, je parlerai également d'un concept qui est également d'actualité en Europe, précisément en France. À travers le grand remplacement, qui aujourd'hui, à travers les campagnes, disons présidentielles, essaye de prendre ici toute la classe politique, je dirais française. Et pour chuter, je convoquerai volontiers également l'un des théoriciens africains, comme on parle en termes de la réinvention de la société. Je parlerai de Édouard Glissant, qui est un martiniquais. À travers sa théorie de la créolisation, est-ce que, la question s'adresse maintenant à M. Bertrand, est-ce qu'aujourd'hui, on peut créoliser les relations internationales? Est-ce qu'on peut créoliser les relations internationales? Nous avons parlé, j'ai suivi nos professeurs parler de la mondialisation. Et si je prends un auteur comme Hegel qui parle de cet homme qui s'est élevé dans un univers second, c'est-à-dire nous tous, les Européens, les Asiatiques, les Africains, l'histoire n'avait pas décidé qu'on devait s'asseoir sur des chaises en fer, se retrouver dans une maison, payer des factures, avoir des villes avec des voitures et autres. C'est cet univers second dans lequel l'homme s'est élevé qui a certainement créé tous les problèmes. Et maintenant, nous sommes en train de vouloir réorganiser un univers second dans lequel s'est retrouvé hasardeusement l'homme. Est-ce que c'est possible? N'est-il pas mieux de retourner vraiment dans la vie originelle, c'est-à-dire dans la forêt, dans la savane, oublier les voitures et autres? Est-ce que ce n'est pas la meilleure solution? Peut-on chuter dans un puits et réorganiser la vie dans ce puits sans sortir? Merci. Dire que l'Afrique, le site réinvente le monde, n'est-il pas un chimère? Parce qu'en réalité, on connaît que les pays du Nord, ils imposent toujours leur hégémonie en ce qui concerne les pays du Sud. Et les pays du Sud, c'est-à-dire les pays du tiers-monde, les pays sous-développés, ce sont des termes qui sont remplis de mépris, voire même des insultes. Et moi, je vous connais en tant que professeur et j'ai lu pas mal de vos livres, donc, comme celui, je ne sais pas, dans des mots comme l'Afrique et la mondialisation, regard croisé, ou encore quelque chose avec des immigrés, donc je voulais qu'il y ait à Audi Jacob. Mais en ce qui me concerne la puissance, ou voire les Nord, plutôt les pays d'ici, qui ont changé l'agenda international en ce qui concerne leur politique internationale, moi je ne pense pas, parce que toujours c'est le pays du Nord qui impose leur puissance, et en même temps, on a des exemples qui sont très concrets. Donc aujourd'hui, le Mali, qui est en train, avec sa souveraineté internationale, qui veut traiter des accords avec la Russie, que la France, vu que c'était un ancien pays colonisé par la France impose en quelque sorte ces conditions, et avec des sanctions qu'on les voit qui plaît, encore celles de l'Union européenne ou encore autres, en ce qui concerne des pays qui sont de l'OTAN en général. Donc à un moment donné, donc, je pense que c'est une chimère, ce n'est pas une réalité, mais quand même, il y a toujours un espoir parce que nous, les gens africains, on a eu la chance de faire un tel étude, donc je pense que c'est bien ce qui va changer ces regards pour inventer le monde. Parce que l'Afrique, ce n'est pas demain, mais l'Afrique, c'est aujourd'hui. Et après, on va faire ça. Merci. Là, ma question, c'est de savoir,
pourquoi le Nord s'abstient à reconnaître les velléités endogènes de reconfiguration du monde, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social. Et une deuxième question, pourquoi on voit beaucoup plus au sud, c'est la basse classe qui essaie d'influencer cette reconfiguration. Par contre, la classe des élites sont pro-nord, nordistes, et ça nous amène là où on est en train d'y aller avec tout le conflit qu'il y a avec. Merci bien. Vous parlez de quand le Sud réinvente le monde. De quel monde s'agit-il? Simplement, vraiment de manière naïve, hein? De quel monde s'agit-il? Un monde de désordre, de conflit? Un monde où les sociétés paramilitaires vont s'imposer? Quand le Nord avait inventé le monde après Westphalie, c'était un monde théorisé autour de la souveraineté. On peut se souvenir de Jean Baudin qui a eu à théoriser cela. De quel monde s'agit-il, professeur Bertrand? Je voudrais également revenir sur une de vos théories fondamentales sur l'impuissance de la puissance. Vous en avez parlé il y a très longtemps. Aujourd'hui, l'histoire, professeur Bertrand Badi vous donne raison. On n'a qu'à voir l'Afghanistan. Vous disiez à l'époque que les faibles répondaient à la puissance par la nuisance. Aujourd'hui, on constate l'échec de l'armée américaine ou toutes les grandes armées occidentales face à la dynamique de la nuisance internationale qu'on observe aujourd'hui. Est-ce qu'on s'inscrit donc aujourd'hui dans un entre-deux? Si l'échec de la superpuissance pourrait peut-être dans une certaine mesure faire face aussi à une nuisance de la superpuissance mondiale, est-ce qu'effectivement le Nord a perdu? Étant entendu que le Nord peut utiliser les mêmes stratégies que le Sud pour nuire à la stabilité de ces États qui croient avoir gagné la guerre à travers une politique de nuisance. Je voudrais aussi, pour terminer, professeur Badi, il y avait une conférence extrêmement intéressante au Cameroun sur la démocratie dans les sociétés plurielles. On s'était interrogé sur la solubilité de la démocratie dans les sociétés plurielles. C'est tout ça l'enjeu des paradigmes importés. Est-ce que la démocratie fait sens en Afrique, professeur Bertrand Badi? Bon, comment est-ce qu'aujourd'hui nous allons réinventer ce monde à partir du Sud alors que le monde n'est pas théorisé? Qu'est-ce que vous proposez concrètement en termes de théorie? Le Sud, le Nord, c'était la souveraineté, l'État. Quelle serait la place de l'État dans cette dynamique nouvelle? Y aura-t-il un nouveau paradigme qui va structurer les relations internationales? J'ai suivi le professeur nous parler de la mobilité internationale. C'est très intéressant. D'ailleurs, cette mobilité a commencé. Hein? Dans la sous-région d'Afrique centrale, avant, les frontières étaient hermétiques. Aujourd'hui, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Et ça se fait par cercle concentrique, progressivement. Plus tard, on pensera certainement à une Afrique unie. Mais est-ce que cette unité va se prolonger avec l'Europe? Est-ce que cette unité de cet homme mirage qui quitterait le Tchad ici et irait en Europe sans visa pourrait peut-être aller aussi aux États-Unis sans visa? Est-ce que nous allons finalement, peut-être c'est la théorie de la fixité que vous voulez nous ramener? Merci, à la s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. J'aimerais un peu revenir sur la propos de Michel Brunet selon lesquels nous sommes tous africains. Je pense que cette formule est adoptée vraiment pour pouvoir endormir les Africains. Parce que si en réalité, vous reconnaissez vraiment que nous sommes tous africains et que nous avons, si déjà nous avons cette unité, ça suppose que nous devons avoir un intérêt commun. Mais si vous reconnaissez déjà que vous êtes africain, je ne vais pas passer par le dos de la guerre pour vous dire ça. Vous n'allez pas encore revenir comme des je ne sais pas comment qualifier pour nous dire aujourd'hui que non, soyez fiers d'être africains et en
réalité, vous-même, vous n'êtes pas fier d'être africain. Si on vous appelle africain, vous n'allez pas accepter. Moi, je crois que cette formule... Là, vous vous trompez. Non. On n'a pas besoin de se faire une hypocrisie ici. Vous vous trompez. Je ne me trompe pas, monsieur. Alors, voici ma question. Si vraiment nous sommes tous des Africains, pourquoi ne pas adopter la stratégie que vous adoptez maintenant à la stratégie africaine, sachant que nous avons tous cette sur l'intérêt commun? Aujourd'hui, d'ailleurs, je vous félicite avec abondance de tout ce que vous avez fait durant des années, jusqu'à vous avez découvert Thomas et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, si je vous considère comme vous êtes comme un dieu dans son univers, il est présent partout et visible nulle part. Parce que les gens vous connaissent, mais pas de réputation, de nom. Et là, je crois que c'est déjà une plus-value pour vous, pour vos recherches. Et ce que je vais très vite poser comme question, c'est une question du collégien, hein, parce que c'est vrai que c'est une question pertinente. Beaucoup de Tchadiens aujourd'hui, quand on les interroge sur la question des Touaïs, ils sont un peu indécis et ils ne sont pas convaincus que ce crâne n'est pas crâne humain. C'est comme l'existence de coronavirus aujourd'hui à des Tchadiens qui ne croient pas à l'existence du coronavirus. Et c'est une réalité. Qu'est-ce que vous apportez comme éclaircissement afin que ces gens-là soient revenus dans la boîte? Merci beaucoup. La première question concerne la méthodologie du conservatisme. Lorsque vous essayez de lire et de relire le monde au travers de votre culture, qui de façon conséquente implique des a priori, est-ce que le processus d'objectivation de vos résultats de recherche n'est pas un peu biaisé et atteint aussi par les obstacles épistémologiques? Et la deuxième question concerne justement l'intersocialité. Je suis d'avis qu'aujourd'hui, il y a un changement qui est impulsé dans les territoires africains, mais cette tectonique des sociétés n'arrive pas à percer la galaxie complexe des relations internationales qui est aujourd'hui dominée par les acteurs statocentriques qui sont les États. Plus simplement, si moi, Tchadien, j'ai des idées à porter sur la constitution de l'État, il faudrait bien qu'un acteur intermédiaire le porte sur la scène internationale. Donc, est-ce que l'intersocialité construit aujourd'hui de nouveaux espaces de relations internationales? Et réellement, si l'Afrique essaie aujourd'hui d'inventer le monde. La dernière question, elle porte sur les crises sahéliennes. Vous avez évoqué la question et j'étais en train de lire un peu les mimiques de l'ambassadeur et je comprenais tout de suite quelle est la difficulté aujourd'hui de régler vraiment la question sahélienne. Ne pensez-vous pas que le Sahel aujourd'hui est un terrain d'expérimentation de la guerre globale et que le désordre qui se vit en Afrique, et pour reprendre Patrick Chaval, ne serait-il pas un instrument de la politique? On vous laisse le temps de... Oui, beaucoup de questions, en effet. Vous dites, monsieur, quelque chose effectivement d'important, à savoir que le monde des élites, en étant prudent sur ce terme toujours compliqué, est plus fidèle à un alignement sur le Nord que les autres catégories de la société. C'est en grande partie vrai. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que ces logiques d'importation que je décrivais tout à l'heure, elles font le succès des exportateurs, mais également des importateurs. Quand vous êtes en position d'importateur, vous gagnez.
Et donc, vous n'allez pas renoncer à ce rôle qui peut effectivement vous apporter des avantages, d'ailleurs pas seulement matériels, mais aussi symboliques. C'est un aspect très important des relations internationales qui dépasse de beaucoup la question africaine, qui appartient, je dirais, au rythme de l'histoire de l'humanité. Donc je suis d'accord, et encore une fois, cela s'explique. Deuxième question, notre ami diplomate camerounais qui pose cette question de quel monde? Moi, je dirais tout simplement du mode de fonctionnement des relations internationales. Ce qui est en jeu, c'est la manière dont fonctionnent les relations internationales, c'est-à-dire ses normes, ses principes, ses enjeux, son agenda. Je ne dis pas, parce que si vous pensez que j'ai dit ça, il y a un gros malentendu, que le Sud est en train d'inventer le nouvel Éden. Je dis tout simplement que les règles du jeu international, telles elles ont été observées par les plus grands analystes dans le contexte de la guerre froide, ne fonctionnent plus aujourd'hui. Et empiriquement, dans le désordre, parce que rien ne se fait de manière ordonnée, il n'y a pas un grand horloger de l'univers, n'est-ce pas? Dans le désordre, il s'invente de nouvelles pratiques que souvent on ne veut pas voir, ou que l'on n'aime pas, ou qu'on voudrait exclure, mais dans la réalité, ça se passe ainsi. Alors, l'un des effets de cette invention, c'est effectivement une crispation d'un Nord, et notamment de la superpuissance américaine, qui se sent désavantagé par le changement qui s'opère. Qu'est-ce que c'est que Trump? Qu'est-ce que c'est que le Trumpisme? Le Trumpisme, c'est l'expression comportementale, idéologique, de toute une classe moyenne américaine qui se sent perdante dans la mondialisation et qui se crispe sur une espèce de néo-nationalisme, de repli identitaire, souvent carrément raciste. Oserais-je rappeler quel terme a employé M. Trump pour désigner les pays du Sud? Ça ne se fait pas, je ne peux pas le dire, mais enfin, je pense que vous l'imaginez. Et donc, c'est vrai que l'un des paramètres essentiels de la vie internationale aujourd'hui, c'est cette crispation identitaire, ces logiques de repli. D'ailleurs, je parle des États-Unis, mais en France, on a quand même un tiers des électeurs qui semblent adhérer, si ce n'est plus qu'un tiers d'ailleurs, parce qu'on voit d'autres candidats évoluer dans cette direction, à cette vision. Donc, vous avez totalement raison, une forme de toxicité ou de nuisance. Alors vous me posez enfin la question de quelle invention? Vous me posez d'abord une question à laquelle je ne répondrai pas pour des raisons de conformité à mes propres valeurs. Eh ben, je vais vous le dire, mais dès que le monsieur m'aura rendu la visibilité, merci. Vous me dites, est-ce que la démocratie est compatible avec les sociétés africaines? Mais c'est aux Africains de répondre à cette question, c'est pas à moi. Et justement, le grand malheur des sciences sociales, c'est qu'il y a des manuels qui ont été faits pour répondre à la place des principaux intéressés à cette question. Au fond de moi-même, je considère que l'Afrique doit inventer son modèle de démocratie, mais je ne vais pas vous dire en 3 chapitres et en 3 sous-sections quel est le modèle que j'ai conçu pour les Africains, n'est-ce pas? Donc, l'invention, c'est quelque chose
qui appartient à la dynamique sociale, mais qui n'appartient pas à une universalité décrétée par un petit nombre. Vous voyez ? Alors, vous me posez, je ne sais plus qui, je crois que c'était vers cette partie de la scène, une drôle de question sur ma méthode en me disant l'objectivation. Ben, c'est justement ce que je recherche, l'objectivation. J'ai passé 20 minutes d'introduction, enfin peut-être pas, 12-13 minutes d'introduction pour vous dire qu'il fallait couper avec l'eurocentrisme des analystes de sciences politiques. Donc c'est une méthode. C'est une méthode qui, comme toutes les méthodes de sciences sociales, n'est pas totalement accomplie. L'absolue objectivité n'existe pas. En revanche, le devoir du chercheur, c'est de s'imposer la critique de sa propre subjectivité. Eh bien, monsieur, c'est très exactement le programme que je propose. Donc, vous voyez, là, je pense qu'il y a eu peut-être malentendu. Alors, l'intersocialité n'existerait pas ou serait dépassée par le politique. Ben, moi, je ne crois pas. Là encore, c'est parce qu'on ne veut pas voir la réalité en face. L'intersocialité aujourd'hui, c'est l'insécurité globale, climatique, environnementale, sanitaire, sociale. C'est les formidables inégalités mondiales, mais c'est aussi les mouvements sociaux qui ne cessent de s'articuler les uns aux autres, de se diffuser, de s'imiter, de se copier, de s'alimenter les uns les autres. Et ce social-là, il court infiniment plus vite que le politique. La crise pandémique, c'est un formidable phénomène d'intersocialité que les gouvernements, très maladroitement et très dangereusement, traitent en nationalisant le virus. À coup de frontières, à coup de politique sanitaire nationale, à coup de guerre des vaccins, de guerre des masques, de guerre des statistiques. Et c'est un échec complet. Enfin, dernière question, vous m'interrogiez sur le Sahel. Bon, je crois, monsieur le conseiller, qu'il faudra faire une autre séance sur le sujet. Et du coup, pour vous, la charge de me réinviter, parce que je ne vais pas répondre en 2 minutes à cette question. Je ne crois pas du tout que le Sahel corresponde à une manipulation quelconque. Le Sahel, c'est tout simplement des souffrances insupportables qui remontent à la surface et qui font que les sociétés ne fonctionnent plus quand elles ne crèvent pas, tout simplement. Hein. C'est... ce matin, je disais que j'étais durkheimien, c'est ce que le grand Émile Durkheim appelle une pathologie sociale. Et la grande erreur qu'on a commise, c'est d'avoir justement une lecture politique d'une pathologie sociale. C'est-à-dire que cette nouvelle conflictualité, au lieu d'avoir un traitement politique ou militaire, doit avoir d'abord un traitement social. Oui, à propos, quelqu'un ici, je ne sais plus qui, contestait le fait que nous soyons tous africains. C'est vous. C'est exactement, je me suis mal exprimé sûrement, mais c'est exactement comme si vous contestiez que vous n'êtes pas le petit-fils de votre grand-père ou le fils de votre père. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous descendons tous de la même population d'origine. Alors bien sûr, la différence, c'est que ça s'est fait sur des millions d'années. Alors, la meilleure image de cela, c'est un arbre. Vous plantez un arbre, c'est la population d'origine. Sur cet arbre, chaque année, poussent des branches. Ce sont les nouvelles espèces qui apparaissent. Chaque année, il y a des branches qui meurent. Mais l'arbre continue à pousser. Et génétiquement parlant,
nous partageons tous les mêmes gènes. Bien sûr, il y a eu une évolution, bien sûr, il y a eu des changements, mais l'origine, notre origine est la même. Et cette origine, avec ce que l'on sait à l'heure actuelle, le 18 février 2022, cette origine, elle est contestée par personne. Scientifiquement, nous sommes tous originaires d'une population ancestrale africaine. Alors peut-être que demain, on cherche d'ailleurs encore, on va trouver une population plus ancienne que celle de Toumaï. Dans le désert du Djorab, avec mon équipe, on a trouvé des niveaux plus anciens que les niveaux de Toumaï. On a trouvé des niveaux autour de 8 millions d'années, où il y a des fossiles, mais jusqu'à maintenant, dans ces fossiles, il n'y a pas de préhumains fossiles. Ça, c'est une autre chose aussi. Toumaï n'est pas un humain, c'est un préhumain. Vous avez différents grades évolutifs qui se succèdent dans le temps. Toumaï représente un nouveau grade évolutif qu'on ne connaissait pas avant, le plus ancien connu. Le genre Homo est le dernier grade évolutif de notre histoire. Mais c'est clair, nous sommes tous des Africains et donc, hors d'Afrique, tous des migrants. N'en déplaise. Merci, on peut les applaudir. Merci pour votre aimable attention. Merci. Et félicitations à vous tous. Merci. Bonne soirée, merci. Une dédicace. Alors à qui dois-je? C'est ça, c'est ça? À qui dois-je? Il y en a un autre. Omar. Oui, là, ça va. Ça va.